l'avez bien compris, j'adore. Merci, Monsieur Lacombe. Je vais poser des questions. On a déjà 16 minutes de débat, donc je pense que vous avez déjà dit beaucoup de choses qui permettent de lancer le débat. Je voulais juste revenir sur la procédure. À quel moment vous déposez plainte? Juste pour bien comprendre le calendrier. Donc le premier jugement, là, en première instance, donc février 2024. Et à quel moment vous allez formellement déposer plainte? J'ai d'abord, je suis à peu près incapable de vous dire quelle date, mais c'est facile à trouver. J'ai d'abord envoyé, avant de connaître Maître Lacan, j'ai envoyé le service des fraudes à l'ODG pour leur dire qu'il n'était pas possible qu'on signe un cahier des charges après avoir signé un marché, et que ce marché soit annulable ou pas annulable au bon vouloir du courtier. Et je l'ai fait de façon nominative, c'est-à-dire que M. Minassian, des fraudes à Bordeaux, de la DGCCRF, m'a dit: est-ce que j'y vais en disant je viens de la part de M. Lacombe, ou est-ce que je vais faire un contrôle? J'ai dit surtout, dites-leur que vous venez de ma part. Et après le passage de ce monsieur... Ça, c'était quand à peu près? Oh, ben ça, Maître, vous avez souvenir? Alors, juste, il n'y a qu'un seul micro qui fonctionne à la fois, il faut éteindre votre micro. Merci, Monsieur le Président et Messieurs de la Commission. Alors, le mail de M. Rémy Lacombe aux fraudes, je dirais peut-être juin ou septembre 2022, et l'assignation date de décembre 2022. Et pour revenir en 2 minutes sur la genèse de cette affaire, puisque M. Rémy Lacombe nous a bien présenté le côté très impersonnel de l'achat de vin en vrac. L'affaire a commencé donc en septembre, quand M. Rémy Lacombe m'a posé la question de savoir est-ce qu'il y avait un recours par rapport au fait qu'on lui a acheté sa production en vrac en dessous de son coût de revient, qui est maintenant la situation malheureusement de beaucoup d'agriculteurs en France, qu'on a vu en janvier et février, toutes les manifestations, la révolte des agriculteurs qui, pour nombre d'entre eux, sont dans la même situation. Donc on est en septembre 2022, il vient me voir avec cette question, je regarde ce qui peut exister dans le Code de commerce et je tombe sur cet article L442-7 sur il est interdit pour un acheteur de faire pratiquer un prix de cession abusivement bas. Ma première surprise en voyant cet article, c'est que cet article avait 5 ans, il date de la loi Galimin 2018, et aucune jurisprudence sur ce sujet, et même pas un rejet, c'est-à-dire que cet article n'avait jamais été plaidé devant les juridictions en 5 ans, ce qui est quand même rare et étonnant. Donc on s'empare du sujet, on échange avec M. Rémy Lacombe sur les conditions d'achat, puisque la loi prévoit que l'acheteur doit laisser le producteur faire une première proposition de contrat, ce qui était une des dispositions essentielles de la loi Galimin. C'était pour renforcer, pour inverser le rapport de force où les agriculteurs sont en difficulté par rapport à leurs acheteurs qui sont bien plus regroupés. Donc le législateur a prévu cette obligation qui est d'ailleurs très stricte, c'est de dire en tant qu'acheteur, vous n'avez pas le droit de faire cette première proposition, vous devez laisser l'agriculteur le faire, sauf si expressément il indique à l'acheteur, faites-moi une première proposition. Et la loi va même beaucoup plus loin, puisque elle prévoit que cette première proposition doit même être annexée au contrat final. Je pense que c'est le seul article en droit français qui impose d'annexer à un contrat final la première proposition de contrat. Donc c'est une loi qui est très stricte. J'échange avec M. Rémy Lacombe, et il m'indique directement, mais on ne fait jamais de première proposition. Des courtiers viennent nous voir avec un prix, un volume, et c'est oui ou c'est non. Et si c'est non, si on refuse ce prix-là, ils vont voir d'autres agriculteurs, puisqu'il y a, et ça, je pense que tout le monde sera d'accord à Bordeaux, un déséquilibre entre l'offre et le stock disponible. Et cela fait que les agriculteurs sont encore plus en difficulté, puisqu'ils ont énormément de stock à vendre, il y a moins d'acheteurs intéressés, donc les acheteurs viennent avec un prix fixe. Et les agriculteurs, les vignerons sont en difficulté, puisque s'ils ne vendent pas, les cuves restent pleines. Donc à un moment, il faut vendre. Et c'est dans une situation qui est vraiment très déséquilibrée dans la négociation. Et là, il m'indique pas du tout, il n'y a jamais eu de première proposition, je reçois des appels de courtier qui me disent 1200 € le tonneau. Par exemple, M. Lacombe vous a cité un des SMS reçus par des courtiers. Donc on part de cette base-là, on considère que la loi a été violée à plusieurs titres. En plus de ça, la loi interdit de faire pratiquer un prix abusivement bas, et non part d'une réflexion simple. Si le prix abusivement bas
il est inférieur au coût de production, il y a un problème. Ce que voulait faire le législateur, c'est dire, lorsque vous vendez votre production, c'est rémunérateur pour vous. Donc, à minimum, on s'est dit, le prix abusivement bas ne peut pas être en dessous du coût de production. On est parti de ce principe-là, on a envoyé une mise en demeure aux 2 sociétés de négoce que nous avons assignées, Maison Ginestée et Cordier, pas de réponse de leur part, et nous les assignons donc en décembre, sur le fondement de cette loi Egalim, pour sa première application. Je pense, voilà, la genèse en quelques minutes de cette action. C'est très clair, merci maître. Et vous avez en fait déjà répondu à des questions que je voulais vous poser plus tard. Mais pour bien comprendre, parce que c'est ça qui est intéressant, quand vous dites que vous découvrez donc cet article 442-7 du Code de commerce, et vous dites que vous êtes surpris qu'il n'ait pas été plaidé avant. Alors juste pour bien comprendre, c'est-à-dire qu'il y a eu aucune plainte similaire, où il y a eu des plaintes de même acabit, mais le juge ne l'a pas retenu, ou alors vos confrères ne l'ont pas plaidé. Quand vous dites vous êtes le premier à avoir plaidé cet article, ça veut dire quoi très précisément? Alors, très précisément, on se base sur les jurisprudences disponibles. Parce qu'évidemment, c'est ça notre source, qui sont les jugements publiés sur les bases de données juridiques qu'on peut avoir accès en tant qu'avocat. Maintenant, il y en a de très nombreuses via Doctrine, Dalloz, LexisNexis. Et quand vous tapez L442-7 et le contenu, vous voyez que jamais une juridiction ne s'est prononcée sur ce sujet. Donc, pour répondre à votre question, c'est-à-dire qu'il semblerait que personne ne l'ait soulevé. Ça n'a jamais été rejeté ni accepté. C'était vraiment aucune interprétation, comme si finalement cet article n'existait pas. Donc on n'avait aucune décision contre nous, aucune décision pour nous. C'était vraiment la première interprétation. Et c'était évidemment surprenant, puisque quand on sait que beaucoup d'agriculteurs sont dans cette situation, et pourtant personne ne l'avait soulevé, alors que cet article est en plein milieu d'articles très connus du Code de commerce, dans les pratiques restrictives de concurrence. Quand ensuite je me suis évidemment demandé quand même pourquoi, même si la réponse saute aux yeux, c'est que pour un agriculteur, c'est extrêmement difficile d'agir contre son acheteur. Et ça, c'est à mon avis une des difficultés principales rencontrées par les agriculteurs en France, et qui d'ailleurs avait été vue dès le départ par l'autorité de la concurrence, dans son avis sur la loi Egalim, et sur cet article sur les prix abusivement bas. L'autorité de la concurrence avait dit, mais les agriculteurs qui agiront contre leurs acheteurs vont s'exposer à des représailles. Et le terme représailles est le terme employé par l'autorité de la concurrence elle-même. Et elle dit, mais je doute donc de l'effectivité de cet article. Et l'autorité de la concurrence avait vu juste, puisqu'en 5 ans, il n'y avait aucune action. Je pense que c'est renforcé par le fait que cet article, comme il n'est jamais mis en œuvre, il n'est pas non plus connu par les praticiens. Donc ça a fait un effet boule de neige négatif. Et depuis, d'ailleurs, je dévie un petit peu, j'ai d'autres agriculteurs qui m'ont contacté, et de la même manière, leur crainte, c'est « mais moi, si j'ai agi, j'ai peur de ne pas remporter cette procédure, parce que moi, si je prends un risque énorme en agissant contre mes acheteurs, qui vont dire « mais moi, vous agissez, plus personne ne vous achètera votre vin ». Ça, c'est la peur de nombreux agriculteurs. Bon, on aura l'occasion, je pense, de poser aussi nous ces questions, parce qu'on va très vite arriver devant cette commission d'enquête, les industriels et la GMS. On aura l'occasion de leur demander ce qu'ils pensent aussi peut-être de l'affaire en cours, et j'imagine que leurs services juridiques, qui sont bien fournis, ont bien identifié ce qui est en train de se passer autour de votre affaire. Merci pour cette réponse qui est très claire. Est-ce que juste d'un point de vue comparatif, je ne sais pas si vous avez pu faire ce travail, maître, est-ce qu'il y a d'autres législations ailleurs, en Europe ou dans le monde, qui ont une disposition qui s'apparente à l'article L442-7 du Code de commerce, ou c'est une spécificité très française? Je ne sais pas si vous avez pu faire ce travail. Alors, je n'ai pas fait ce travail comparatif, mais j'ai simplement pu lire des articles rédigés par des médias anglais qui étaient surpris qu'on puisse condamner une société sur un prix d'achat, parce qu'elle considérait que c'était vraiment contraire à la liberté de l'offre et de la demande. Donc j'en déduis que ce n'est pas une disposition qui doit être courante dans beaucoup de législations, puisque c'est vrai que c'est une législation qui est directement sur le prix en lui-même. Mais je n'ai pas regardé dans les lois exactement si elle existe dans d'autres pays.
Très bien. J'ai encore une question pour vous, Maître, et après une question pour Monsieur Lacombe, et puis après je passerai la parole au rapporteur. Maître, est-ce que vous pouvez nous rappeler là aussi, de façon très claire comme vous le faites depuis quelques minutes, comment est-ce que vous avez plaidé le prix de cession abusivement bas, c'est-à-dire quels sont les critères qui vous ont permis de caractériser cela dans le cas de votre client? Alors sur le critère du prix abusivement bas, qui est un des deux points essentiels de cet article, je parlerai aussi juste du premier après, ça me semble être un sujet très important dans le cadre de cet article. Le prix abusivement bas, l'article du Code de commerce donne des indices pour les juridictions, en disant que ce prix abusivement bas, il doit être notamment caractérisé au regard des indicateurs de coût de production listés, et là vous avez différents articles qui sont listés, puisque ça peut être des indicateurs de coût de production mis en place par les organismes interprofessionnels, ou à défaut tout autre indicateur de coût de production. C'est ce que dit la loi, ça reste donc ça vise vraiment les indicateurs de coût de production, mais ça reste non limitatif sur l'usage d'autres éléments. Ce fut un des points les plus débattus dans le cadre de cette affaire, comment caractériser un prix de cession abusivement bas. Nous soutenions que le prix abusivement bas, il faut prendre à la fois les indicateurs de coût de production, puisque ça, c'est le seul élément visé par le législateur, qui peut être tout autre indicateur, et nous nous basions sur des statistiques faites par un organisme de gestion, le Ségara, puisque en matière vinicole, en AOC Médoc, il n'y avait pas d'indicateur de coût de production fait par l'interprofession, et sur ça, toutes les parties étaient d'accord. Il n'y a pas d'indicateur officiel, entre guillemets, donc on se base sur ce qu'il existe d'autre. Et nous demandions au tribunal de prendre en compte à la fois ces indicateurs de coût de production et à la fois les coûts de production de M. Lacombe. Et d'ailleurs, sur ça, j'ai pu constater dans les conclusions adverses et dans le jugement l'ambiguïté du mot indicateur de coût de production, qu'il faut absolument différencier de ce que c'est qu'un coût de production, puisque le coût de production il y a le coût de production du demandeur, et il y a les indicateurs de coût de production qui sont, eux, les coûts de production moyens dans le marché. Et ça, il y a eu beaucoup de débats sur est-ce que, du coup, finalement, on prend en compte les indicateurs ou le coût de production propre. Je pense que, finalement, même les négociants étaient d'accord qu'il fallait personnaliser le préjudice et donc tenir compte du préjudice personnel et donc du coût de production. Nous, on a soutenu il faut mélanger indicateur coût de production et coût de production. Et notre demande principale, c'était on prend la moyenne entre les deux. Vous avez un coût de production à 1 200 € et un indicateur de coût de production à 1 600. Donc déjà, vous êtes performant. On va prendre un prix abusivement bas à 1 400. C'était, nous, notre demande principale. Et on avait fait plusieurs demandes subsidiaires, puisqu'il n'y avait aucune jurisprudence. Donc il fallait qu'on fasse plusieurs propositions au juge. Notre première, c'était celle-là. C'est celle qui nous semblait la plus logique, puisqu'elle permettait à la fois de tenir compte du coût de production de l'entité, mais également des coûts de production moyens, afin de valoriser les entreprises qui seraient performantes, ou à l'inverse, si l'entreprise n'est pas performante, baisser le minimum du coût de le prix abusivement bas. Ensuite, on avait pris, à défaut, juste le coût de production de M. Rémy Lacombe, plus 10% de marge, puisque la loi avait pour objectif d'assurer un agriculteur lorsqu'il vend un prix rémunérateur, et donc ça ne peut pas être juste le coût de production, sinon ce n'est pas rémunérateur. Et on a pris 10%, puisque c'était aussi le pourcentage qui avait été relevé pour le seuil de revente à perte. Donc on s'est basé sur ces 10%. Et en trait subsidiaire, nous avions également demandé au juge de tenir compte, s'il ne faisait pas droit à nos demandes principales, du prix du marché, bien que nous soyons en désaccord sur ce critère, puisque M. Lacombe a vendu en plus son vin en dessous du prix du marché. Néanmoins, le prix du marché était un des points aussi clés de ce dossier, puisque nous soutenions que le prix du marché ne pouvait pas être pris en compte dans la notion de prix abusivement bas, tandis que les sociétés de négoce indiquaient que ça devait être finalement presque le critère principal. Et c'est un débat très important, puisque, de notre point de vue, le prix du marché est donc fixé par finalement la masse, le prix moyen d'achat par les négociants. Et vu que l'objectif de la loi, c'était de réguler l'achat,
on ne pouvait pas opposer à la loi l'objet même de sa régulation. Puisque dans le Médoc, d'après les statistiques du Ségara, la situation est quand même alarmante, puisque nous avions, je crois de mémoire, je ne vais pas être très précis sur les chiffres, c'était, je crois que le prix d'achat moyen était à 1 400 €, 1 500 € le tonneau, et le prix de production moyen était à 1 900 € le tonneau. C'est-à-dire que dans le Médoc, la moyenne des vignerons qui vendent en vrac vendent en dessous de leur prix de revient. Et nous avons soutenu qu'on ne pouvait donc pas prendre en compte le prix du marché, puisque ce serait dire vous êtes légitime à acheter un prix très bas, puisque les autres acheteurs le font également. Donc la loi, finalement, serait réduite à néant. Donc nous, on avait contesté l'application du prix du marché, et nous l'avions mis à titre subsidiaire, puisque, pour M. Lacombe, il était de toute manière en dessous du prix du marché. Et finalement, le tribunal de commerce de Bordeaux, pour revenir sur cette décision, a écarté les données du Ségara en considérant que ce n'était pas pertinent, puisque M. Lacombe avait une exploitation plus grande que les exploitations qui étaient étudiées par le Ségara. Le tribunal a aussi écarté nos coûts de production propres en considérant que nous ne les démontrions pas suffisamment. Évidemment, nous ne sommes pas d'accord avec cette interprétation, mais c'est ce qu'a dit le tribunal. Et donc le tribunal s'est retrouvé avec la situation suivante. Il a écarté les indicateurs de coût de production. Ils ont écarté le coût de production. Que reste-t-il? Il reste finalement le prix du marché. Et le tribunal a donc condamné les négociants en partant du principe qu'ils avaient acheté en dessous du prix du marché, avec un calcul purement mathématique de quel était le prix marché du moyen, quel fut le prix d'achat. Mais de manière notable dans cette décision, le tribunal de commerce de Bordeaux a fait un paragraphe de 3 lignes qui n'est pas du tout anodin, puisqu'il a quand même repris notre argumentation sur le fait que le prix du marché, c'est difficile d'en tenir compte lorsqu'il est inférieur au coût de production. Et il a dit, c'est vrai qu'il ne paraît pas illogique d'écarter le prix du marché lorsqu'il est inférieur au coût de production, mais en l'espèce, comme nous ne démontrions pas le coût de production, rien ne prouvait que le prix du marché était en dessous. Et ça, c'est un paragraphe très clair du tribunal de commerce de Bordeaux, qui aurait pu d'ailleurs se passer de ce paragraphe, qui était un paragraphe de pur raisonnement. Mais il a quand même indiqué, puisque je pense que le tribunal était très conscient de l'importance pour les agriculteurs du critère qui sera fixé. Si c'est le prix du marché, la loi a beaucoup moins d'intérêt. Si c'est le coût de production, la loi a un intérêt très fort. Et c'est pour ça que le tribunal de commerce de Bordeaux a quand même précisé, c'est vrai que ça paraît logique d'écarter le prix du marché s'il est en dessous, mais comme vous ne prouvez pas vos coûts de production, on va tenir compte à défaut, finalement, du prix du marché. Ça, c'était le débat sur les coûts de production. Il y a un autre débat, mais ça pourrait peut-être faire l'objet d'une question plus tard sur la notion de faire pratiquer, parce que c'était les deux enjeux de ce dossier. Vu que l'article interdit de faire pratiquer un prix de cession abusivement bas, il y avait deux questions juridiques. Qu'est-ce que faire pratiquer et qu'est-ce qu'un prix de cession abusivement bas? Merci beaucoup. Et Monsieur Lacombe, j'ai juste une question pour vous. Donc vous avez constaté que les dispositions de la loi Egalim en fait n'étaient pas appliquées. C'est pour ça que vous êtes allé vous plaindre d'abord à la CCRF et ensuite que vous avez trouvé un avocat pour rester en justice. Qu'est-ce que vous avez constaté sur les contrôles réalisés vis-à-vis des dispositifs Egalim enfin, vous voilà dans l'ère géographique qui est la vôtre. C'est-à-dire, est-ce que en fait, les contrôles étaient inexistants? Est-ce qu'il y avait des contrôles mais qui étaient superficiels ou alors est-ce que les services de la CCRF avaient quand même déjà un peu dans le viseur cette disposition du droit de commerce? Voilà. Enfin, quelque chose d'important pour une commission d'enquête, on en parle beaucoup. Qu'est-ce que vous avez à dire, vous, de votre vécu de ces contrôles des services de l'État par rapport aux dispositions Egalim? Si vous voulez, c'est difficile de répondre parce que quand les services de l'État font un contrôle quelque part, ils ne me téléphonent pas et j'ai très peu été informé qu'il se passait quelque chose. Concernant mon dossier perso, après ma plainte et leur intervention auprès de l'ODG, on a toujours vu des contrats se signer, enregistrés uniquement par le courtier, et le cahier des charges arrivait après. Et puis j'ai entendu énormément de bruits de sirènes qui nous ont expliqué en long, en large et en travers que
la loi Egalim n'avait aucune raison de s'appliquer au vin et que j'étais complètement un zombie avec cette idée de chercher à la faire appliquer. Je voudrais rajouter à mon intervention de tout à l'heure que j'ai été descriptif, que c'est marqué du sceau de la colère et du vécu, que je n'ai pas menti d'un iota, mais que précisément j'avais comme ça, l'air de rien, l'idée d'ouvrir le débat à Maître Lacan, qui va peut-être le reprendre, parce que toutes ces conditions, tout ce contexte qui est construit autour de nous, fait d'abord que les gens ont peur du banquier qui va appeler en disant « bon, mais il n'y a plus rien sur le compte là, on a une autorisation de dépassement à moins 30 000, on est à moins 48, qu'est-ce qu'on fait ?» Donc là, c'est la liquidation judiciaire qui se pointe à court terme. Et le faire pratiquer, c'est ça, faire pratiquer, c'est créer un contexte qui fait qu'on vous oblige intuitivement à vendre. Autrement dit, c'est un contexte qui leur permet d'acheter dans ce microcosme de pression terrible au prix qu'ils veulent, en vous disant, d'ailleurs en vous disant bonjour, quand on vous le dit, on vous dit, vous savez, tout se casse la gueule, hein, il faut que vous dépêchiez. C'est ça que j'ai voulu vous raconter et je ne vous ai pas menti. Le contexte est là. Nous vous croyons, d'autant plus je vous rappelle que vous êtes auditionnés tous les deux sous serment, donc par construction, vous êtes obligés de dire la vérité. C'est vérifiable, on n'en doutait pas. 100%, mais ils font pratiquer, quoi. Et aujourd'hui, ils se battent. Pourquoi? Parce que finalement, il n'y a pas de combat. S'ils avaient envie d'acheter du vin à chacun au prix de revient plus 10%, mais il n'y a pas de souci. Comme moi, j'ai proposé, faites la cuvée de l'honneur. Et puis, ça y est, tout le monde arrêtez de dire que ça bloque le marché. Pas possible. C'est pas vrai.